Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir pour ce dernier événement de la saison culturelle. On se retrouvera après en septembre pour une programmation culturelle très chargée. Et donc on est ravis de vous accueillir ce soir en amont de Bordeaux Fête le Vin qui commencera demain pour une très belle conférence, une rencontre, une conversation par rapport à la BD Château Bordeaux qui sera animée par Christophe Villain. Et on a Corbéran et SP qui sont les auteurs de cette BD. Pour notre public qui est sur Zoom, ben vous avez la rubrique Q&R pour nous faire part de vos différentes remarques, pour poser vos questions à la suite, parce qu'on va avoir à peu près 1 heure de discussion, 20-30 minutes de questions-réponses, et on se retrouvera à la suite de ça pour un verre de vin et une séance de dédicace. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre et je passe la parole à Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc. Bonsoir Éric Corbéran, bonsoir SP. Alors je suis ravi de vous accueillir dans ce magnifique lieu qui est la Cité du Vin. Et je remercie bien sûr toutes les équipes de la Cité du Vin et Philippe Massol, le directeur général, qui doit être parmi nous d'ailleurs. Alors cette rencontre s'inscrit dans un événement, Loïc vient de le rappeler, qui est Bordeaux Fête le Vin. Alors Bordeaux Fête le Vin, c'est un événement majeur. Et donc parler de Château Bordeaux au cours de cet événement majeur, c'est tout à fait intéressant, puisque vous êtes donc Éric, le scénariste de la série, et SP, le dessinateur. On peut peut-être rappeler que Château Bordeaux, il y a 12 volumes, 12 épisodes, et ça a été vendu à plus de 600 000 exemplaires, c'est ça? Alors cette série qui est donc éditée par les éditions Glénat, est-ce que, Eric, tu peux nous rappeler un petit peu, je referai tout à l'heure un point sur ce que sont les éditions Glénat dans le monde de la bande dessinée, mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment est née l'idée de cette série? Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir abandonné la Coupe d'Europe pour venir suivre nos aventures. C'est d'abord très très sympa à vous. Oui, alors ça remonte à assez loin. C'était en 2007. On est autour d'une table à parler d'un projet avec Jacques Glénat et les équipes, voilà, éditoriales, commerciales et compagnie. On discute d'un projet. Et Jacques s'installe à côté de moi et me tape sur l'épaule en me disant T'habites Bordeaux? Oui, j'habite Bordeaux. Il avait dû lire ma fiche sur Google. T'aimes le vin? Ah, ça, oui, j'aime le vin, oui. Mais tu t'y connais un petit peu en vin? Ah non, là, non, je ne m'y connais pas en vin. J'adore ça, mais je ne m'y connais pas. Et il m'a dit Est-ce que ça t'intéresserait de développer une série de bandes dessinées façon les Maîtres de l'Orge? Je ne sais pas si vous connaissez Les Maîtres de l'Orge, qui avait été édité chez Glénat quelques années auparavant, qui parlait de la bière. Donc il me dit, ça serait bien qu'on fasse une bande dessinée qui parle de vin sous cette forme-là, sous la forme de voilà d'une bande dessinée franco-belge, comme on dit, classique. Parce que voilà, le vin est un sujet porteur, est un sujet qui parle à tout le monde, et ça t'intéresse. Alors je lui ai dit, écoute, c'est pas gagné, parce que d'abord, mes connaissances en vin sont extrêmement limitées au fait de lever le coude, donc c'est quand même pas ça qu'on va raconter. Et il m'a dit, bah, c'est pas grave, parce que je vais te faire rencontrer des gens. Et ces gens-là vont t'aider à te mettre le pied à l'étrier et à développer ensuite un vrai récit autour du thème. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je pense que je n'étais pas le premier choix de Jacques Glénat. Il avait d'abord dû, je l'ai appris plus tard, malgré que j'ai été flatté par sa demande, il a d'abord demandé à Jean Van Hamme, qui était le scénariste que tout le monde connaît, le scénariste de De Largo grandes Winch, séries importantes de la de bande dessinée, 13, le scénariste, Largo Winch. voilà, Mhm. je viens de le dire. Donc Largo Winch, 13, etc. Et, et notamment des Maîtres de l'Orge aussi. Et,
Et Jean a dû refuser en disant bah, j'ai déjà fait l'alcool, hein, j'ai déjà fait six albums sur le thème du vin, alors ben non, hein, ça sera non. Donc il est venu me voir et moi j'ai dit oui. J'ai dit oui et j'ai jamais regretté. Alors, Yves, à l'époque, on est donc en 2007, hein, quand tu as cette discussion avec Jacques Glénat. Donc, les éditions Glénat ont été montées en 1969 par Jacques Glénat, qui est un passionné de bande dessinée, mais aussi un passionné de vin. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'existe pas de grande saga comme ça autour du vin. Il y a eu, d'ailleurs, chez Glénat, Les Gouttes de Dieu, mais ça, c'est la partie manga, puisque Glénat était le premier à éditer des mangas en France. Mais il n'y avait rien d'autre au niveau du vin. Comment, comment on rentre dans cet univers-là? Donc, il y a effectivement, on te fait cette proposition-là, mais tu vas y réfléchir un peu. Le premier album que tu vas dessiner, SP, c'est qu'à partir de 2011, où l'album va sortir. Moi, j'ai commencé à dessiner en 2010, ouais. Donc, Oui, l'album sort en 2011. voilà, je suis Le premier arrivé album sort en plusieurs années 2011. après, après Eric. Euh, on est parti à l'aventure. C'était une sacrée aventure. Il n'y avait rien, voilà, tu le dis, il n'y avait rien. Donc, nous, quand on est arrivé sur le projet, une fois qu'Eric m'a proposé de travailler avec lui sur les recherches de Château Bordeaux, on s'est retrouvé dans les vignes avec un appareil photo, 3 croquis dans un petit truc en plastique vert. Et on disait aux gens qu'on voulait faire une BD sur le vin. Et ils nous regardaient avec des yeux comme ça, quoi. Donc c'était un projet un peu fou, vraiment. Mais Alors, c'est ce qui nous amusait aussi. C'était de partir à l'aventure, de se retrouver dans des chemins perdus avec sa voiture, des culs-de-sac. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible. Et on prenait des photos, on s'inspirait de cette ambiance-là, des vignobles. Et puis Eric avait quand même bien débroussaillé le terrain. Il avait des contacts fabuleux dans la région. Il avait une idée, une trame de ce qu'il voulait raconter. Mais on ne savait pas du tout où on posait les pneus de la voiture, hein. Mais vraiment pas. alors, justement, pour rentrer dans cet univers-là, Jacques Glénat t'invite à rencontrer plusieurs personnes. Tu vas pas frapper un château comme ça. Non, 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 on n'a pas frappé, j'ai été introduit, j'ai été présenté à plusieurs. Alors, je ne sais pas s'il faut citer des noms, je ne sais pas s'il faut. Donc, mes mes deux premiers consultants, mais les deux premières personnes qui m'ont accueilli sont, ben, vous l'avez au milieu de l'écran en face de vous, c'est Michel Roland qui était donc un ami de Jacques, avec qui il a fait ensuite un livre sur lui-même, sur sa carrière, etc. Donc Michel m'a accueilli à un moment de ma formation, entre guillemets, sur le vin, voilà, mes questions étaient extrêmement basiques, un peu comme les tiennes, Christophe. Voilà, tout à fait. Et donc je me suis retrouvé face au plus grand œnologue du monde, avec des questions genre, mais voilà, je ne savais pas qu'il existait différents cépages, je savais pas, enfin, il y avait plein de trucs que je ne savais pas, donc ça a été vraiment une histoire de patience entre Michel Roland et moi, mais cet homme a gardé le sourire jusqu'au bout, il y croyait jusqu'au bout, il trouvait que voilà, j'avais un côté rock'n'roll, donc la BD serait un petit peu, voilà. Et on s'est très bien entendu et j'ai découvert un personnage extrêmement voilà, formateur. Enfin, il a été très pédagogique avec moi, très patient. Il m'a envoyé dans ses équipes. Les deuxièmes que j'ai rencontrés, c'est le couple Catiard qui possède le château Smith-Lafitte et qui m'ont eux aussi présenté à leur maître, à leur directeur général. À l'époque, il était maître de chai, qui s'appelle Fabien, qui est resté un ami. Et voilà, c'est grâce à ces points d'ancrage que j'ai pu commencer à collecter des informations et des idées. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en terminant la série que les toutes premières idées, les tout premiers échanges ont nourri l'ensemble de la série. Et ça, c'est très très important parce que ce que m'a dit Michel et ce que m'a dit Fabien, ça a été vraiment fondateur de tout ce que j'ai pu inventer et écrire.
Alors, c'était pas forcément. C'est vrai qu'on te surnomme l'homme à plus de 400 scénarios, mais c'était pas forcément dans ton habitude de te lancer comme ça dans une grande saga familiale. Est-ce que dès le départ, tu t'es imaginé ça, ou ça s'est construit au fil du temps? Bah, en fait, bon, on me surnomme pas l'homme aux 400 scénarios parce que quand j'étais plus jeune, j'en avais pas 400, donc c'est des surnoms évolutifs. En fait, Évolutif, voilà, oui. on est d'accord. Dans quelques années, je serai l'homme aux 500 scénarios et quand je serai mort, je serai l'homme aux 1000 scénarios, mais c'est pas de ma faute. Je suis comme ça. Je sais plus quelle était ta question. Non, oui, Est-ce ça que s'est tu imaginais construit. déjà une grande saga familiale comme ça Oui, sur oui, les premières parce que rencontres? oui, dès les premières rencontres, en fait, tu comprends quel est l'enjeu du vignoble. L'enjeu du vignoble, c'est la transmission. Dès que tu discutes avec des gens, ils te disent tous, ben moi, mon grand-père, il avait, etc. Tu vois, donc on est tout de suite on est tout de suite dans un esprit de transmettre quelque chose, de transmettre un savoir, de transmettre une terre, de transmettre. Voilà. Donc, je me suis dit, la saga familiale est le format idéal pour raconter quelque chose autour du vin de Bordeaux. Et je veux dire, c'était ma première saga familiale. Donc, Hmm. je n'avais jamais mis les pieds ni les Santiago dans une saga familiale. Donc, ça a été ma première saga familiale, ce qui était un petit peu risqué au départ, mais je ne voyais pas comment faire autrement. Toi, SP non plus, tu n'es pas forcément habitué dans tous les albums que tu as réalisés avant à imaginer comme ça que tu vas te lancer dans une longue série. C'était pas prévu au départ, hein. Ça dépend toujours des ventes, ça, c'est la règle d'or. Donc, comme ça a bien démarré, on s'est dit qu'on aurait peut-être le temps de creuser un petit peu le filon. Mais au départ, non, on n'était pas parti pour 12 albums. Déjà, enfin, c'est impossible de se dire, allez, on va faire 12 albums, plus un spin-off de 2, plus... Non, on ne peut pas savoir. C'est le public qui nous donne la possibilité de s'engager à fond dans une saga familiale ou de s'arrêter au bout de 3 tomes parce que personne n'est là, quoi. Et là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on nous a suivis de suite, hein. L'éditeur, les lecteurs, et ça s'est enchaîné. Et les vignerons, le monde du vin, on nous a suivis à 300%. C'était d'ailleurs un petit peu étonnant parce qu'on redoutait la sortie du premier album en se disant, mais est-ce qu'on n'est pas passé à côté? Est-ce qu'on dit des choses vraies? Est-ce qu'on n'est pas pardon, hein, des pignoufs qui essayons de faire une BD sur le vin? Et pas du tout, ça s'est très 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 bien passé. Au contraire, les gens disaient, ah mais c'est génial en fait. Ouais, nous on connaît ça, mais c'est bien qu'on transmette ça à notre public ou d'autres qui, au fur et à mesure aussi des albums, ont approfondi leur connaissance avec des choses assez précises. Et ça, c'est un plus pour nous, parce qu'on a découvert le vin à travers les gens qui ont fait le vin, et on leur fait redécouvrir un peu ce qu'ils savent, et on fait découvrir aussi ce qu'ils savent à d'autres personnes. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais dès le début, on ne peut pas savoir. Il y a eu un tome 1 où on se dit, on teste, on verra bien, et puis c'est parti de suite, hein. Ça a été un gros démarrage. On avait fait un très gros démarrage sur Bordeaux. On a été très 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 étonnés de l'accueil parce que les gens ont répondu présent, et c'était chouette, quoi. Ouais, je me souviens pour préciser ce que dit Seb, euh, le, le, le test crash, le crash test, je sais pas comment on dit, c'était à Vinexpo. Ouais. C'était à Vinexpo et là on était donc avec, ils sont peut-être dans la salle, avec la librairie Mola qui était Ouais, c'est ça. au milieu de la foire expo de Bordeaux, qui accueille des dizaines de milliers de visiteurs. Il y avait des centaines et des centaines de stands luxueux. Et nous, on était là, un peu nerveux avec notre stock de tome 1. Et on attendait, voilà, on attendait. Et puis, bah, je me souviens très bien, il est dans la salle. Il est dans la salle ce soir. Un des tout premiers qui est venu se faire dédicacer Château Bordeaux, il est là. C'est Jean-Thomas Doublé et il est toujours là. Voilà. Plus d'une dizaine d'années plus tard, il est encore là. Il nous supporte encore et il nous a supporté depuis le début. Il nous a dit ouais, c'est cool. Ça a été vraiment
un des tout premiers acheteurs de la BD. Donc là, on a été rassurés, c'est-à-dire qu'on est passé de la trouille absolue voilà, pas un confort, mais on s'est dit, finalement, ça plaît aux premiers intéressés, c'est-à-dire à ceux qui font le vin, à ceux qui vendent le vin, à ceux qui promeuvent le vin. Et donc ça a été une belle, ça a été un soulagement, un gros soulagement. Ouais, les gens en achetaient plusieurs pour offrir. Là, c'était bon aussi, on s'est dit, Prenez exemple là-dessus, plusieurs pour offrir. Alors, c'était pas votre première collaboration, vous y aviez déjà travaillé ensemble. Comment tu as travaillé avec SP pour cet album? Tu lui as donné au fur et à mesure? Il est d'abord venu avec toi découvrir ce que toi tu avais pu voir avant? C'était compliqué au départ, c'était compliqué parce que on savait pas trop où on mettait les pieds. Donc moi j'habite à Bordeaux, pour que ce soit clair pour tout le monde, j'habite exactement à un quart d'heure de la Cité du Vin. Donc moi je suis venu à pied, Seb lui il a galéré plus pour long. venir. Donc si tu veux Christophe, moi j'ai fait les premiers repérages. C'est vrai que c'est moi qui me suis tapé les repérages parce que j'étais à 50 minutes de Pauillac. Enfin bon, voilà, j'étais à côté de Margaux, j'étais à côté des négociants sur les quais. J'étais sur place, donc c'est forcément moi qui. Et puis voilà, le scénariste, contrairement à une légende qui veut que le scénariste remplisse les bulles une fois que le dessin est fait sur les pages. Non, le scénariste écrit la page et ensuite le dessinateur met en scène le scénario. Donc c'est moi qui me suis collé en premier au boulot et j'ai invité Seb à participer, à mettre en scène tout ça parce que c'était un garçon. Donc c'est vrai que c'était pas notre première collaboration. On avait déjà fait 6 volumes d'une série qui s'appelle Le Territoire. C'est ça. Et C'était ta première grosse série, Ouais. entre guillemets. On avait peut-être fait. On déjà a fait le troisième œil qui se passait à Bordeaux. Qui se passait Joël à Bordeaux Dimash, aussi. le troisième œil, ouais. Voilà, on avait fait pas mal Des repérages en bouquins. vélo, mais là on avait dû prendre la voiture pour le Bordeaux. Donc c'était pas notre première collaboration, mais c'était pour moi, il n'y avait pas photo. Ce garçon était en train d'exploser, en train de graphiquement de prouver des choses incroyables. Et j'ai toujours eu l'œil, même quand il n'était pas si bon que ça. il était déjà bon et il était potentiellement bon parce qu'il est évidemment beaucoup plus jeune que moi. Mais je savais déjà qu'il était capable de donner son meilleur à un moment. Et j'espérais de tout cœur que ce soit sur Château Bordeaux qu'il donne son meilleur. Alors, c'est vrai que sur la chérie Château Bordeaux, tout est inventé, je dirais. Le domaine du chêne courbe n'existe pas vraiment. Comment vous avez construit tout ça? Quelle est la difficulté finalement? C'est ce que je disais au tout début. C'est des repérages, des repérages, des repérages. Et après, on fait des propositions. Moi, j'ai fait des propositions graphiques, d'architecture. Mais avant ça, il fallait que je me rende compte des volumes aussi. C'est très important de se rendre compte des volumes. Quand on est dans un chai, il y a un rapport à l'échelle, à l'humain, au barrique, à tout ça qui est très particulier. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Donc, il faut s'imprégner de cette atmosphère-là. Les châteaux, c'est pareil. Il y a une particularité des châteaux bordelais. On ne peut pas inventer un château bordelais comme ça, quoi. Donc, moi, j'ai fait le voleur, quoi. J'ai piqué des bouts d'un côté, de l'autre. J'ai piqué des bouts d'escalier du château La Louvière. J'ai piqué des bouts de Carbonieux, un Pessac-Léognan. J'ai pris les chais de Smith au Lafitte. Et après, j'ai tout ingurgité et j'ai créé le chêne courbe. Et ce qui était rigolo d'ailleurs, c'est que quand on s'est promené avec des gens vers Pauillac, des gens s'arrêtaient en voiture avec nous derrière parce qu'on allait à une expo, je sais plus quoi, un petit salon dans le Bordelais. Ils nous disaient, oh, on est sûr que le chêne courbe, c'est ce château là-bas. On en est certain. On disait, mais non, il n'existe pas. Ah, mais pourtant, les tours, quand même, c'est ça. Mais oui, les tours, mais peut-être, mais c'est pas ça. Donc, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de recherches et d'échanges, parce que, comme le dit Eric, c'est un projet qui est né en 2007 et le tome 1 est sorti en 2011. C'est 4 ans de travail, de recherche, d'élaboration graphique, oui, puis de retour en arrière aussi, parce qu'il y a des trucs qui allaient, des trucs qui n'allaient pas. Et donc,
voilà, c'est des points de repère. C'est des points de repère graphiques. C'est je ne veux pas dire des milliers, mais je crois qu'on a des milliers de photos, non? Hein, on a pas mal de photos. Donc, c'est un échange aussi, un échange. Et avant de faire le tome 1, ce que j'ai fait le storyboard complet de l'album, que j'ai envoyé à Eric, que j'ai envoyé à Michel Roland, qu'on a fait lire à Jacques Glénat aussi, voilà, des connaisseurs absolus du monde du vin, pour vraiment caler tout ça. Caler le château, caler les persos, caler ce qu'on racontait. Et ça nous a beaucoup aidé. Donc j'ai pu faire aussi un retour en arrière. Retravailler des pages, retravailler des cases, retravailler des expressions, des sensations. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Hein. C'est vrai que l'apport, tu veux poser des questions? Non, vas-y, non, je t'en prie, réponds. L'apport de nos consultants a été primordial parce que, en fait, comme dit Seb, c'était un aller-retour permanent. En réalité, quand les gens lisent un album de Château Bordeaux et qu'ils disent « Ah, bah, il n'y a aucune erreur dans Château Bordeaux, vous connaissez bien votre sujet ». Ouais, on connaît bien notre sujet, mais au-delà de la frime de connaître bien son sujet, on avait des relecteurs de qualité, des gens du métier qui n'ont rien laissé passer dans chaque dialogue, dans chaque position, dans chaque truc qu'on montrait dans la BD. On avait nos relecteurs, on avait un œil laser qui passait le truc au crible. Donc forcément, la BD sort, elle est sans faute. Elle plaît ou elle plaît pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, elle est irréprochable. Après, il peut y en avoir. Hein. Il y a des petites bricoles, mais bon. Oui, mais plutôt en dessin. Ouais, voilà, c'est plutôt moi. Parce qu'effectivement, le vin est un domaine sérieux, mais extrêmement technique aussi. Et il y a un vocabulaire spécifique que tu emploies d'ailleurs, hein, que vous employez dans la bande dessinée. Il y avait sûrement cette difficulté à essayer de s'adapter aussi au niveau de lecteur. Parce qu'il faut pouvoir s'adresser à des gens qui ne connaissent pas forcément le vin et les emmener aussi dans l'histoire. Alors moi je crois que Eric justement il s'est pas laissé démonter par ça. Il a mis le niveau assez haut quoi, en se disant ben on parle de vin quoi, on y va. On parle de tout ce qu'il y a derrière, devant, sur les côtés, tout. On ouvre toutes les portes, on y va à fond. On s'est pas dit il faut baisser le niveau pour diluer le propos, pour être au niveau de gens qui connaissent pas. Au contraire, nous on a appris à travers Château Bordeaux. On a appris ce monde-là parce qu'on connaissait, voilà, on avait une bouteille posée sur la table, il y avait du vin. Ah, c'est cool, il est bon. Ah ouais, il est super bon. On ne savait absolument pas tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, quand on a découvert ce monde-là, on s'est dit, mais il faut le faire partager, c'est pas possible autrement. Donc, c'est notre amour de ce monde-là qui rejaillit, je crois, dans la série. C'est à la fois didactique, mais aussi c'est plein d'humanité, c'est plein d'aventures, enfin, il se passe plein de trucs. Mais tout ça, je crois qu'on l'a vécu, quoi. On a vécu l'aventure, on a vécu l'amour du vin, l'amour de ces gens-là. Et on peut pas mentir quand on fait une bande dessinée. Il se passe un truc ou il se passe rien. Et là, nous, dès le départ, il s'est passé vraiment quelque chose de très fort. Après, souvent on me dit ouais, mais c'est une BD réaliste, classique. Hein. Il n'y a rien de plus difficile à faire. Moi, je fais plein de trucs différents. Alors effectivement, tu as plusieurs styles Je graphiques. fais de l'humour, je fais du roman graphique, je fais du dessin jeté, du dessin de presse qui me vaut 1 milliard de trucs. Mais bon, bref. Voilà, plein de choses. Hein. Et c'est la série la plus difficile à faire. Parce que si je ne suis pas très précis sur une bouteille de vin, ben, elle est bancale, elle est pourrie. Quoi. Et ça ne marche pas. L'œil, il voit de suite la réalité, en fait, notre réalité. Alors que si graphiquement je lâche le trait, ben, ça passe, on ne verra pas d'erreur, puisque l'erreur est dans le trait. Donc c'est extraordinairement compliqué à faire. Vraiment, c'est très compliqué. C'est pas pour me jeter, là, hein, mais c'est une série qui demande vraiment un temps de travail et une masse de travail assez considérable. Et c'est pour ça que j'ai eu là besoin aussi de prendre un peu de recul avant de replonger dans un nouveau cycle, parce que c'est ça demande beaucoup d'énergie, vraiment. Oui, mais en fait, je pense que il y a énormément de plaisir et énormément de rigueur. Mais je pense que le monde du vin est à cette image. C'est-à-dire que quand tu discutes avec un vigneron, avec un passionné, il est passionné par ce qu'il fait. Et donc, il y a tout le plaisir qu'il a à te faire goûter sa production.
Et quand tu discutes avec lui, tu te prends conscience que ce plaisir qui arrive en fin de parcours, il est émaillé d'une rigueur incroyable. Rigueur dans la vigne, rigueur dans le choix de l'heure de la vendange, rigueur dans les cuves, rigueur dans les barriques. C'est un travail de rigueur. Et nous, bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, on a du plaisir à lire Château Bordeaux, mais il ne faut pas se planter, parce que voilà, tu parles vraiment de vrais gens qui ont un vrai métier, et il ne faut pas leur raconter, il ne faut pas leur mentir, etc. Alors, je ne dis pas que tout le monde aime Château Bordeaux, il y a plein de gens qui nous critiquent pour X, Y raison, pour les choix que j'ai faits dès le départ, mais j'assume et je suis prêt à en débattre avec eux. Mais en revanche, on a toujours eu, nous, cette démarche. C'est-à-dire que rien de ce qui est montré n'est montré au hasard et n'est montré de manière bancale. Comme dit Seb, on a fait des milliers de photos et quand on montre un tracteur enjambeur qui passe dans les vignes, ce tracteur enjambeur a exactement la tronche d'un tracteur enjambeur. Enfin, il a été photographié 50 fois par Eric de tous les côtés. Tout est extrêmement documenté et extrêmement rigoureux. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sur le niveau de Château Bordeaux, je pense que n'importe qui peut lire Château Bordeaux. Parce que c'est une série évolutive. Et c'est lié, peut-être que j'empiète sur une question super que tu avais imaginée après, mais je vais partir là-dessus. C'est évolutif. Pourquoi? Parce que en fait, c'est lié au choix que j'ai fait du personnage central qui s'appelle Alexandra Baudricourt et qui, en fait, revient à la mort de son père. Elle revient pour son enterrement. Et elle décide à ce moment-là, parce qu'on la sent un peu perdue dans la vie, elle décide de changer de vie. Et elle décide donc de reprendre le domaine familial. C'est ça l'histoire. Sauf que elle, ça fait plus de 20 ans qu'elle est partie de Bordeaux. Elle habite aux États-Unis. Donc quand elle revient, c'était une enfant quand elle est partie, et quand elle revient, elle est adulte. Et donc elle n'y connaît rien. Elle n'y connaît rien techniquement au niveau du vin. Elle sait que c'est là qu'elle est née, elle sait que c'est là qu'elle habite, mais elle ne s'y connaît pas en vinification ni en rien du tout. Donc elle va apprendre, puisqu'elle a décidé de reprendre le château, elle va apprendre à s'entourer de gens compétents pour la guider dans sa reprise du domaine. Et je crois que la vraie raison du succès de Château Bordeaux auprès des néophytes, elle est là. C'est-à-dire que Alexandra, c'était nous. Voilà. Alexandra, c'était nous. On n'y connaissait rien et on s'est entouré de gens compétents et on leur a posé 1000 questions et ils y ont. Le champagne, c'est bon. Ils y ont répondu précisément et on a pu construire l'histoire comme ça. Donc Alexandra, elle était comme nous, elle va s'y connaître de plus en plus. C'est-à-dire que les albums avancent et plus les albums avancent, plus elle va avoir d'informations, plus elle va avoir de compétences. Et à la fin, parce que la deuxième saison nous emporte une décennie plus tard, elle est compétente et là, elle peut prendre elle-même les décisions et les remettre en cause parce que tout le monde sait que le vignoble, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui est remis en cause année après année avec de nouveaux problèmes, la chaleur qui augmente, le gel, les machins, les trucs. Il y a toujours un truc qui fait qu'on est obligé de remettre en cause son savoir et de l'adapter. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait, nous, dans notre démarche de Château Bordeaux. On s'est adapté. Et le public nous a suivis parce que le public nous a découvert débutants et on a monté le niveau en même temps qu'on découvrait des choses sur le vignoble et sur le vin.
Alors justement, si on revient sur ce personnage d'Alexandra, on pourrait imaginer que c'est plutôt un milieu masculin. Et est-ce que c'est vraiment une réalité dans toutes les rencontres que vous avez faites? Comment est né ce personnage d'Alexandra? En 2010, oui. Enfin, moi, quand on a fait les repérages, c'était vraiment un milieu très, très masculin. Là, ça a évolué, mais à l'époque, oui, vraiment. Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes, à part Florence Catiard, qui était propriétaire de Smith Lafitte. Euh, au départ, en tout cas, effectivement, la tendance n'était pas à faire des festivals de vin autour des vignerons, à parler de la féminité dans Féminisation des vins aussi, donc. Absolument. Donc, nous, on a choisi Alexandra, on a choisi voilà, d'élire une femme, mais c'était surtout un petit peu pour des raisons esthétiques, j'ai envie de dire. Non, pas que, c'était aussi, ah ben, je crois, non. Enfin, dès le départ, on s'est dit que c'était bien aussi de ne pas être dans le mood, de se dire, ah ben voilà, elle est atypique. Déjà, c'est une petite nana américaine, enfin, qui vit aux États-Unis, qui arrive, qui reprend un domaine, elle n'y connaît rien, et puis elle va mettre les doigts dans le cambouis, c'est voilà, c'est culotté. Donc, ouais, non, Non, c'était non, bien. C'était bien. c'était prémonitoire, mais c'était Ouais. aussi très esthétique. Ouais. Concrètement, quelles quelle est la forme de ton scénario quand tu le transmets à SP? Tout est écrit, détaillé, scène par scène, case par case. Après, enfin, dialoguer. Moi, j'ai un caviar quand j'ai le scénario d'Eric qui arrive, puisque tout est écrit de A à Z. J'ai le scénario complet. Des fois, on travaille avec des scénaristes qui font des bouts de découpage. C'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment comment se projeter sur l'ensemble de l'album. Eric, non, c'est pas du tout ça. C'est écrit. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un échange, qu'on ne peut pas modifier des scènes, mais arranger des petites choses où je peux enlever une case qui me semble pas être nécessaire en gardant le texte et en l'adaptant. Mais après, non, c'est très très précis. En fait, c'est une question de respect aussi. Enfin, moi, j'aime bien quand un dessinateur va attaquer une histoire que j'ai écrite, qu'il ait la possibilité d'anticiper sur l'ensemble du récit. Donc, qu'il ait connaissance des tenants et des aboutissants de l'histoire avant de se lancer. Moi, je considère jamais un dessinateur comme un exécutant. Je le considère comme un partenaire à part entière qui va apporter sa vision des choses, parce que rappelons qu'un scénario, même si effectivement c'est une architecture, c'est quelque chose qui est extrêmement bien construit et extrêmement bien pensé, c'est quelque chose qui n'existe pas sans l'étape du dessin. Donc, ayons du respect pour la personne qui va ensuite mettre en scène votre scénario. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux qu'un dessinateur ait l'ensemble du récit sous la main. Quitte à ensuite, comme tu dis, discuter de certaines scènes si ça ne fonctionne pas. Et puis après, c'est une histoire de confiance aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire que Ouais, ce que j'allais dire. même si tu modifies des trucs, enfin, je veux dire, tu trahis jamais l'esprit. Non, pas du tout. Voilà. Il y a un esprit, un état d'esprit dans l'album. Je le dénature pas. Et puis, de toute façon, il me le dirait, parce qu'il y a un retour aussi. Une fois que j'ai dessiné les planches, Eric les regarde avant que ce soit validé. Enfin, donc c'est toujours un échange permanent. Toujours. Après, sur ce genre d'album, j'aurais pas pu travailler sans avoir l'intégralité de l'album écrit à chaque fois, parce que pour ceux qui ont lu la série, il y a un nombre de personnages incroyables. Il y a des scènes du début plutôt des scènes finales qui viennent vraiment. C'est l'aboutissement du début du scénario. En fait, si j'avais pas su où j'allais, c'était impossible à faire. Impossible. Là, on travaille sur un 80 pages de Château Bordeaux. Si à la page 78 ou 76, il me dit ah ben au fait, tu te souviens qu'à la page 2, il fallait faire. Ben non, c'est pas possible. Je peux pas gérer ce genre d'incident, quoi. C'est changer un personnage parce que ça correspond pas ou c'est sur 78 pages, quoi. Donc, non, c'est impossible, impossible. Donc pour moi, c'est royal de travailler dans ces conditions-là. Et on a
dès le début, travailler comme ça. Dès nos premiers albums de collaboration dans les années début 2000, hein, maintenant, 24 ans, c'est pas mal. Ça a toujours été comme ça. C'était écrit à l'avance et on avançait ensemble. Alors Eric, tu as plusieurs scénarios en cours où tu t'attaches vraiment à un album. Si je prends pour Château Bordeaux par exemple, tu te consacres une période pour écrire un album et puis après passer à autre chose? Alors là, c'est un peu technique, hein. Je vais essayer de faire très très simple. En fait, quand tu scénarises plusieurs séries, tu es amené à gérer 10, 12, 15, 20 albums de front. Donc tu gères. Tu gères, c'est-à-dire au quotidien, je valide des pages, je vois des choses arriver, j'essaye de répondre le plus rapidement possible aux sollicitations qui me sont faites, des questions qui arrivent sur un scénar que j'ai écrit 2 ans auparavant, etc. Tu gères des choses au quotidien. Donc ça, c'est une partie de ma journée et j'essaye de faire ça au fur et à mesure. Mais quant à ce qui est d'écrire un scénario, j'essaye d'en écrire un à la fois. C'est-à-dire, c'est ça qui me fait gagner du temps, c'est ça qui me permet de rester concentré, c'est ça qui me permet d'être efficace et rapide dans l'écriture de mes histoires, c'est que je n'écris pas plusieurs scénarios à la fois. J'en gère plusieurs, mais je n'en écris qu'un seul. Ça dure à peu près un mois sur lequel, ce mois-là, je suis concentré sur un récit, une histoire, ce qui me permet d'être totalement immergé et de ne pas, et comme certains de mes collègues font, ils écrivent 5 pages d'un scénar, puis ils passent à un autre scénar, ils en écrivent 5 ou 10 de l'autre, etc., etc. Je trouve cette méthode, enfin voilà, inconvenante, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc je préfère rester concentré sur un scénar à la fois. Alors sur une longue série comme ça, tu sais pas forcément où tu vas pouvoir entraîner justement Alexandra dans ses différentes aventures. Comment on gère ça? Bah, comme on peut. Est-ce qu'on évolue au fur et à mesure des rencontres? Oui, alors SP a donné la clé d'emblée en répondant à la question. C'est le succès qui t'amène à développer une série. C'est pas moi, j'avais des idées. Je ne sais pas si vous avez lu la bande dessinée, mais j'avais des idées. Je savais que Alexandra allait découvrir un vin mystérieux fait avec des cépages autochtones, etc. Et j'avais prévu ce truc-là parce que j'en avais entendu parler dès le début. Mais c'est le succès qui permet de développer les trucs. Après, les choses sont aussi arrivées les unes après les autres. C'est-à-dire que j'ai découvert le monde du vin en allant rencontrer des gens dont c'était le métier. Donc il y a forcément des idées qui se sont greffées. Ça ne m'empêchait pas d'avoir une trame générale, mais ne demandez jamais à un scénariste d'écrire 12 albums et ensuite de s'y tenir. C'est totalement irréaliste. Je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais ne demandez jamais ça. Même les génies, tout le monde trouve que ce sont des génies, les mecs qui travaillaient pour HBO sur des séries comme Les Sopranos ou comme Six Feet Under. J'ai lu des interviews de ces mecs-là, ils ne savaient pas où ils allaient. Il faut arrêter avec le côté on a tout prévu, on a tout figé, tout était planifié. Celui qui vous dit ça, c'est un menteur et c'est un escroc et c'est un hypocrite et peut-être un alcoolique, je ne sais pas. Et même pour un dessinateur, alors justement, j'allais te poser un peu la même question. Arrive en disant oh, je te propose un projet, tu as 12 albums à dessiner, il n'y en a pas un qui signe, hein, c'est impossible. C'est impossible, c'est inimaginable. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit punaise, on l'a fait, c'est incroyable. Voilà, c'est comme ça, quoi. Mais alors justement, en termes de dessin, toi, tu vas y passer beaucoup plus de temps. Combien de temps il te faut pour faire un album de Château Bordeaux? mais c'est pareil, ça dépend des albums. Le premier, il m'a fallu quasiment 2 ans parce que c'était le premier, il fallait tout mettre en place.
Et il y a des albums de la série que j'ai dû faire en 6 mois, 7 mois. Celui sur lequel on est, j'y mettrai au moins un an parce qu'il y a plus de boulot et c'est plus long. Il y a plus de recherche de perso. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. Donc il n'y a pas de règle. Moi, ce que j'aimais bien, enfin, de ce qu'on disait sur la série, moi j'étais un adorateur de Julien Boiscommun, Julien Boisvert de Bois Commun et Plessis. Je ne sais pas si Mm. vous avez lu cette série. Dieter et Plessis, Mm. pardon. Et Julien Boisvert, ce personnage, il vieillit au fur et à mesure des albums. Et moi, c'est quand j'étais plus jeune, hein, c'était un de mes rêves de faire vieillir un personnage. Et j'ai eu cette chance-là de faire avec Alexandra. D'ailleurs, elle arrive, elle est toute jeunette, et puis au fur et à mesure, elle prend de la maturité. Et c'est pas une dame du troisième âge, hein, mais on sent que voilà, elle a un mari, elle a un enfant. Il y aura peut-être un relais, il y a quelque chose. Et ça, pour moi en tout cas, hein, en tant que dessinateur, c'est magique, hein. Parce qu'en fait, et je crois que les lecteurs aussi aiment bien ça, c'est-à-dire sentir qu'ils évoluent avec les personnages, et que les personnages évoluent avec eux aussi. Et ça, c'est un échange de lecture qui est, enfin, à dessiner, c'est génialissime, enfin pour moi en tout cas. Et même pour les lecteurs, je crois qu'il y a cet échange-là. C'est-à-dire que c'est une amie qu'on retrouve, hein, Alexandra. Et ça, c'est la série qui permet ça. Et les mangas, c'est ça. La série, le feuilleton, c'est ça. Moi, je suis un grand fan, pareil, de séries comme Eric. Avoir vu Les Sopranos, avoir vu Six Feet, avoir vu Mad Men, avoir vu tous ces personnages qui évoluent, qui a une profondeur, c'est magnifique, hein. Pouvoir les dessiner, pouvoir créer notre histoire à nous avec ces personnages-là, c'est incroyable. Et après, techniquement, sur le dessin, voilà, c'est 6 mois, 8 mois de travail, mais moi, je fais d'autres choses à côté aussi. Je fais des scénarios, d'humour, je fais des choses comme ça. Donc, je suis pas à 100% sur un château Bordeaux. Et c'est tant mieux, parce que j'aime bien prendre quelques respirations et me concentrer sur d'autres choses pour mieux revenir sur la série. Voilà. Oui, donc tu es capable de passer d'un dessin à un autre, de faire une planche de Château Bordeaux et éventuellement faire une planche d'un autre album humoristique ou Oui. différent. Alors, ça dépend des moments. Bon, là, en ce moment, ça fait 4 ans que je travaille aussi pour Fluide Glacial. Donc là, je suis obligé de rendre des planches, pas tous les mois, mais régulièrement. Enfin, des séries de planches, on va dire. Alors moi, j'ai les idées la nuit. Donc la nuit, j'écris pas, mais j'ai mes idées. Donc j'essaie de me textoter des trucs avant de m'endormir pour pas tout oublier. Enfin, voilà, c'est ma technique. Je dessine, allez, on va dire 3-4 jours par mois pour Fluide. Et donc ces 3-4 jours là, ben, je sais que c'est une pause sur Château Bordeaux. Et après, quand j'ai fait des albums comme Le Perroquet, Le Col de Pie, des choses personnelles aussi que j'avais besoin de faire, d'écrire et de dessiner. Alors, soit je faisais un mois Château Bordeaux, un mois sur Le Perroquet, soit j'ai alterné un Château Bordeaux et un projet perso. Voilà. Mais, Mm. donc, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des envies, il y a des moments aussi. Je sais qu'à la fin des 12 tomes de Château Bordeaux et des 2 tomes d'Attable, j'ai besoin de respirer un Mm. peu, quoi. J'avais trop de ces personnages dans les mains ou dans la tête, je sais pas, c'est très particulier. Un travail de dessinateur, c'est très très particulier. Ouais. Et par contre, quand on les retrouve quelque temps après, parce que là on les a retrouvés, mais c'est un plaisir phénoménal, c'est incroyable, vraiment. Je me régale de les retrouver, de les dessiner, de dessiner des nouveaux personnages qui intègrent l'histoire, l'aventure avec nous, c'est le top, quoi. Mais une série, c'est pour un auteur, pour un dessinateur, c'est beaucoup de temps de travail, tu l'as dit, hein. Pour un Mm. scénariste, c'est un mois. Pour un dessinateur, c'est entre 6 mois et un an Ah non. par album. C'est pas du tout le même rythme de travail. Pas du tout. Alors justement, quand tu imagines un personnage, tu fournis le plus de détails possible à SP pour qu'il puisse lui faire un dessin. Comment vous fonctionnez? Parce que les personnages sont multiples là dans la série. Oui, oui, il y en a un paquet. En fait, moi, j'ai décidé en fait de jamais intervenir sur l'aspect visuel des personnages. Donc, je me concentre sur leur aspect psychologique et voilà, qui sont-ils, quel job ils font, quel caractère il a, etc. Et c'est Seb qui fait le casting. Parce qu'en fait, enfin, ça doit être un échange. C'est-à-dire que comment tu le sens, ce personnage-là,
Donc, Seb, il va m'envoyer deux, trois croquis. On peut le faire comme ci, on peut le faire comme ça, etc. Puis on affine, on dit, ah tiens, lui, ouais, cette direction-là est bien, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Il ne faut jamais oublier qu'il y a l'aspect voilà, intérieur du personnage. Et cet aspect intérieur doit être exprimé aussi parce qu'on est en bande dessinée, on n'a pas d'acteur sous la main, donc on ne peut pas leur dire, tiens, tu vas jouer tel et tel rôle. Donc c'est Seb qui fait à la fois le casting et le directeur qui dirige le truc. Donc il faut qu'il soit partie prenante de notre affaire. Donc moi, je me contente de dire, voilà, tel job, tel personnage, tel caractère, il va avoir tel rôle dans la série. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, pour les personnages principaux, on a vraiment fait un casting comme il le dit, c'est-à-dire avec plein de recherches, plein d'essais. On a calé les personnages. Après, il y a des personnages existants, Michel Roland par exemple, d'autres voilà, qui arrivent au fur et à mesure des albums. Voilà, pas le choix, il faut les dessiner. Donc des fois, on se dit comment ils vont le prendre, parce que moi, je ne suis pas photographe, hein, je dessine un peu comme je sens le personnage. Et puis après, il y a des personnages secondaires aussi. Moi, j'aime bien l'étonner. Je veux dire, celui-là, il ne va pas le voir comme ça, tac, je vais le mettre comme ça. Et souvent, ça match en fait. Ouais. Alors, dans une saga familiale comme ça, on trouve de tout, de la trahison. Vous abordez plein de thèmes, là, le harcèlement, notamment avec le personnage de Vincent. Quelle est la part personnelle quand on écrit une saga comme ça? Est-ce qu'on s'inspire vraiment d'éléments de sa vie? De sa vie, tu veux dire, de notre vie? Oui, ou Non, non. d'expérience Non, vécue. non, non. Là, on se situe, nous, comme des passeurs, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je me vis dans l'univers de Château Bordeaux. J'ai écouté énormément de gens me raconter leur vie, leur métier, leurs passions, leurs problèmes, etc. Parce que quand tu dis tout est rien n'existe. Effectivement, le château n'existe pas vraiment, etc. Mais, Mais tout est vrai quand mais même. tout est vrai. Mm. En fait, rien n'est vrai, mais tout est crédible en tout cas, parce que tout ce qui est dit m'a été dit. Tout ce qui est raconté m'a été dit. Donc moi, je me sens vraiment comme un passeur d'informations et d'idées donc je prends d'un côté, je passe à travers mon filtre de raconteur d'histoire, parce qu'il faut que des fois les histoires que te racontent les gens, elles sont tristes, elles sont gaies, elles sont intéressantes ou pas, mais en tout cas elles sont mal foutues. Donc il faut les remettre en forme pour que ça puisse être lu par d'autres gens. Et une fois que j'ai fait ce travail-là, j'ai pris la parole de quelqu'un et je la transmets à d'autres. C'est ça un petit peu le rôle du passeur. Et que ce soit dessinateur ou scénariste, on fait la même chose. Seb, il voit des choses, il les passe à travers la moulinette de son propre style pour les resservir au lecteur. Et moi, j'entends des choses et je les passe à travers ma moulinette et je les resserre au lecteur. Donc tout ce qui se passe dans Château Bordeaux, je l'ai entendu d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce qui peut être personnel là-dedans? Seb, c'est très simple, c'est son style. Il a un style réaliste, précis, etc. Il s'éclate là-dessus. Il a d'autres styles, mais voilà, sa personnalité s'exprime à travers son style de dessin. Moi, ma personnalité s'exprime à travers de quoi, de qu'est-ce que je sélectionne, ce qui m'intéresse chez les gens, et comment je le mets en scène et comment je le développe. Donc le côté très très humain d'Alexandra, voilà, on peut dire, ça c'est moi, je suis attentif aux choses qui m'entourent, aux gens qui me côtoient. Donc Alexandra est très sensible à tout ça aussi. Donc voilà, ça peut répondre Un à ta élément. question. Alors, si on n'a pas abordé les couleurs, c'est pas toi qui fais les couleurs dans cet album. Non, non, non. Et l'importance des couleurs, justement. Ah, mais Parce que pas c'est facile super de important les dessiner la couleurs. vigne. Tu parlais tout à l'heure des volumes. Ouais. Effectivement, il y a une ambiance et voilà, une ambiance qui doit se créer par rapport à ça.
Comment tu travailles avec ton coloriste? Ou tes Mes coloristes coloristes, aussi? il y en a eu plusieurs sur la série, ouais. Mais surtout, on va dire, allez, le premier, Dimitri, Mhm. voilà, qui était Dimitri Fogolin, c'est ça, Mhm. hein, ouais. Qui a établi une sorte de charte graphique couleur pour l'univers Château Bordeaux. On a beaucoup travaillé sur ces ambiances-là de vignoble, coucher de soleil, les ambiances dans les chais, tout ça. Et il avait, voilà, je sais pas, il a trouvé le truc, quoi. Rapidement d'ailleurs, hein. Ouais, rapidement, mais c'était compliqué quand même parce il faut rappeler que Oui, Dimitri, le premier coloriste, était italien. Et souvent, Bordeaux ressemblait à la Toscane et oui, voilà, il au fallait un début. peu. Donc, on lui a fait désaturer un petit peu Ouais. les couchers de soleil pour dire, bah, tu sais, à Bordeaux, il pleut beaucoup, le temps est pourri. Et Donc, oui, vas-y, c'était mollo assez avec. péchu au début, ouais. Mais après, on a trouvé un style et il l'a mis en avant, enfin, il l'a mis en place sur les 3 ou 4 premiers albums de la série. Et après, évidemment, les autres coloristes ont Mhm. essayé d'amener leur personnalité aussi, bien sûr, on va pas les brider, hein, mais de garder cette sorte de charte qu'avait établie Dimitri. Et après, moi, je reçois les pages en couleur. On reçoit les pages en couleur et puis on fait des remarques. Il y a des choses qui collent pas forcément avec l'ambiance de la séquence. Donc, bah, il faut revoir les choses. Mais c'est toujours la création d'un album, c'est des allers-retours entre les co-auteurs, coloriste qui fait partie des co-auteurs, l'éditeur. Enfin voilà, c'est comme ça. Pour choisir une couverture, on fait 257 000 croquis. Ça fait partie du job, quoi. Donc il faut que tout le monde se cale hein, et avance après sur toutes les pages. Alors, vous me disiez en début de rencontre que finalement, c'était un milieu que vous ne connaissiez pas du tout, ou très peu. Après 10 ans comme ça a passé, est-ce que ça vous a donné une autre approche du vin et de la façon de le déguster aussi? Ben, alors là, c'est juste une question superbe. Enfin moi, c'est pas que ça m'a donné une autre approche du vin ou quoi que ce soit, c'est que ça a changé ma vie totalement. Donc j'ai aujourd'hui des amis vignerons, négociants, courtiers. Enfin voilà, j'ai des amis dans cet univers-là que je n'avais pas au début. J'ai fait creuser une cave chez moi. Ah oui, c'était la Voilà. question que j'allais te poser après. Est-ce que tu Donc avais une cave avant? voilà, donc j'avais une étagère pourrie qui est tombée un jour, j'ai pété 150 bouteilles, ça m'a coûté un bras. J'étais là. J'ai fait, donc du coup j'ai fait creuser une vraie cave pour avoir un petit peu de respect pour voilà, pour le produit. Donc oui, oui, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je sais naviguer sur une carte des vins un peu épaisse dans un restaurant alors que j'ignorais tout. Donc oui, oui, ça a changé ma manière de me nourrir, ça a changé ma manière voilà, ça a changé, ça m'a donné une autre perspective autour des repas qui sont des moments très très importants, amicaux, conviviaux, etc. Donc oui, oui, enfin, ça a énormément changé dans mon existence. Ouais. On a un palais qui s'est fait, on peut plus boire des vins de supermarché, c'est terrible, hein. C'est fou. Sauf quand dans les supermarchés, il y a du super pinard. Ouais, mais c'est rare, hein. Alors, on parlait tout à l'heure des Gouttes de Dieu qui ont été édités chez Glénat en 2008. Je crois que le tome 1 démarre en 2008. Il y a eu une adaptation télé, la récente. Est-ce qu'on vous a fait des propositions d'adapter Château Bordeaux en série télé? D'abord, je voudrais dire un truc par rapport aux gouttes de Dieu, c'est que les gens en parlent assez naturellement quand ils comparent à Château Bordeaux. Je veux dire un truc qui va vous paraître mm, ultra modeste, mais qui est vrai. Le succès des Gouttes de Dieu n'a rien à voir avec le succès de Château Bordeaux. Les Gouttes de Dieu, c'est des millions d'exemplaires qui se sont vendus à travers le monde entier. Pourquoi? Parce que le manga a une percussion mondiale que la bande dessinée franco-belge n'aura jamais, mais jamais de la vie. Donc on ne joue pas dans la même catégorie. Les Gouttes de Dieu, c'est un énorme poids lourd qui a débarqué en 2008. Et pourquoi ça ne nous a pas fait peur? Ben parce que d'abord, on est français, on n'a peur de rien. Ensuite, ben, je n'avais pas lu
Les Goûts Ah de voilà, Dieu. c'était la question que j'allais te Donc, poser. Quand c'est sorti, est-ce que tu l'as lu? Non, pas du tout. Non, ça m'intéressait pas. Hmm. C'est quand Jacques m'a dit, tiens, tu veux pas faire une BD sur le vin, que je me suis dit, mais tu as déjà fait un truc sur le vin, toi. Il m'a dit, ouais, bah, si tu veux, je t'envoie les premiers tomes. Donc j'ai lu les premiers tomes et je me suis dit, eh ben, c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire, dis donc. Alors pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce qu'en fait, c'est quoi la différence entre les deux, à part la percussion et le succès mondial qui nous sépare? C'est fait par des Japonais. C'est des mangas, donc c'est fait par des Japonais. Des Japonais, donc ils ont fait quoi, les auteurs des Gouttes de Dieu? Ils ont pris le dernier maillon de la chaîne. Ils ont pris comme héros de leur histoire, ils ont choisi le sommelier. C'est normal, il n'y a pas de vin au Japon. Donc ils ont choisi le mec qui goûte le vin à la fin. Et moi, je me suis dit, c'est bien, c'est intelligent, parce que le mec, il goûte le vin, donc il peut avoir accès à tous les vins du monde, et donc on peut faire un Goutte de Dieu sur telle appellation, tel machin, tel truc, etc. Donc c'est infini. Sauf que moi, j'habite Bordeaux, et je peux avoir contact avec des gens qui produisent le vin. Donc, juste, moi, j'ai pris exactement l'inverse de la chaîne alimentaire. Je suis parti de gens qui produisent le vin, qui vont amener un vin sur le marché qui en comporte des millions à travers le monde. Donc voilà un petit peu les différences de démarche qui existent entre un studio japonais où ils travaillent à plusieurs, sous la houlette d'un maître. Ils vont produire un bouquin tous les 3 mois. C'est et nous, voilà, deux pauvres artisans, voilà, où on fait un bouquin, on essaie de faire un bouquin par an parce on est deux. Donc c'est pas du tout les mêmes démarches. D'abord, voilà, la démarche scénaristique n'était pas la même, la démarche artistique n'est pas la même non plus. Donc merci de ne pas essayer de comparer les deux, même dans vos conversations futures autour des bouquins qui parlent du vin. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu parlais Est-ce que vous avez eu des propositions d'adaptation? Oui, Voilà. on en a eu. Et on en a toujours, apparemment. Alors là, Désolé de ne pas en dire plus, parce oui, qu'on bah, ne sait pas oui, plus. donc bon, On ne sait pas. Non, mais c'est donc on compliqué parce attendra. que c'est des options qui sont Bien sûr. levées, qui sont voilà. Donc visiblement, il y en a une toujours en cours et qui est renouvelée. Donc on verra. On est très très loin de tout ça aussi, hein. C'est un autre univers, donc oui, ça suit son cours. On verra. Alors, on pensait que la série s'était arrêtée au 12e tome, que voilà, Alexandra avait présenté à son fils le domaine, mais visiblement, vous avez un autre projet, hein, dont vous l'avez évoqué un petit peu. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Bah, t'as spoilé, alors vas-y. J'ai spoilé. Oui, ben oui. On repart sur une nouvelle aventure. Ben là, il faut pas que je spoile, donc. Mais il y aura une suite. Ouais, il y a Voilà. une suite. Oui. Alors, Donc ça, c'est un scoop quand même. ouais, ce qu'on a décidé en concertation avec notre éditeur, c'est d'arrêter l'aspect saison, qui moi, fondamentalement, me va très bien. Mais c'est vrai que on a constaté que l'attente entre chaque album, qui est très longue, puisque je vous dis qu'on est des artisans et qu'on travaille avec nos petits doigts et qu'on est tout seul et qu'on n'a pas d'assistant. Donc c'est assez long d'attendre entre deux albums que Alexandra vive des aventures, etc. Donc on a bien pris notre temps sur la première saison, qui fait 9 albums. On a pris un petit peu moins notre temps sur la deuxième saison. On nous a octroyé que 3 épisodes. Et on est tombé d'accord sur n'arrêtons pas la série, puisqu'elle plaît, elle marche encore, mais surtout le vin continue à évoluer, c'est-à-dire qu'on a des problématiques qui sont apparues Et différentes, qui ouais. sont complètement différentes des problématiques que moi j'avais au départ de l'action. Donc on a décidé de changer un petit peu le format, et ce format sera un format, comme disait Seb tout à l'heure, un format de one-shot.
de gros albums, d'albums un peu épais, qui va raconter un récit, une histoire. C'est-à-dire que vous aurez le début et la fin de l'histoire dans le même album. Ça ne sera pas la peine d'en acheter 12. Mais si vous voulez en acheter Mais 12, s'il y en vous a pouvez. 12 de Mais plus, s'il y en a ben, 12 de vous plus, pourrez, voilà. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avancer par one shot avec des thématiques. Donc pour ne rien vous cacher, la prochaine thématique est une thématique autour du Bordeaux bashing. Qu'est-ce que c'est le Bordeaux bashing? Ben, c'est le fait que certains sommeliers, certains œnologues, certains cavistes cassent du sucre sur le dos de l'appellation Bordeaux. Donc j'ai découvert ce phénomène en discutant avec des professionnels et en rencontrant des gens. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que Bordeaux, qui est le leader mondial du vin, subit ce type de comportement de la part de certains professionnels à certains endroits. C'est super intéressant parce que les réponses vont certainement vous surprendre. Bordeaux bashing et aléas climatiques aussi. Parce Très bien. qu'on est en plein dedans aussi. Mais ça, c'est moins polémique. Oui, c'est vrai. Alors peut-être y a-t-il quelques questions dans le public à Eric ou SP? Les gens dorment. Pour les questions, on a ce micro que j'ai dans les mains, qui est Et c'est un sacré micro quand même. qui est en mousse. Vous pouvez vous faire des passes en toute sécurité. Il n'y aura pas de blessés. Voilà, donc n'hésitez pas. Il faut juste bien parler proche du micro pour qu'on vous entende. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie le micro-ballon de suite. Ah, vous êtes prêts? Ah, c'est étonnant quand même. Sacrée Bravo, façon de bravo. communiquer. Bonjour. La question c'est comment vous avez trouvé le titre Château Bordeaux? Monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Pascal Fédy. Ah, c'est bien ça. Ouais. Non, je n'ai pas mes lunettes, Pascal. Mais j'avais reconnu ta voix. Enchanté. Comment vous avez trouvé ce titre? Voilà, parce que j'imagine qu'il y a eu plein de possibilités et il fallait s'arrêter sur un titre. Ouais, je me souviens. Tu veux dire Ouais, quelque chose? vas-y, tu te souviens toi Oui, vas-y. Alors, au début, notre titre de travail s'appelait Médoc. Et Jacques nous a dit, j'ai présenté la série sur le vin à nos commerciaux parisiens. Médoc, pour eux, ça évoque la pharmacie. Et donc, on va changer. Alors, je dis, écoute, change, mais moi, j'ai pas d'idée. Et Jacques nous a dit, on va appeler ça Château Bordeaux. Alors, j'ai dit, mais c'est nul. Il me dit, ouais, c'est nul, ouais, ça veut rien dire. Mais tout le monde sait de quoi on parle. Voilà, et Ouais, comme ça c'est que exactement resté. ça, ouais. Et finalement, c'est pas con. Alors, les gens de Bordeaux ont du mal avec ce titre. Parce qu'ils vont dire château en Bordeaux, château de Bordeaux, Bordeaux-château. Tu vois, ils savent pas manipuler ce titre. Mais c'est les seuls. Les Bordelais n'y arrivent pas, mais tout le reste du monde y arrive. Une autre question dans la salle? Deuxième question, ce sera tout après. Quand tu donnes ton scénario à Seb, Je lui vends. non? Je lui vends. Tu lui vends. Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais des dessins approximatifs? Peut-être, je ne sais pas si tu es dessinateur, et comment il peut savoir les dessins qu'il va faire par rapport à ton scénario, vu que Seb disait qu'il avait déjà pratiquement tout de prévu. Comment il sait qu'à tel endroit, il va y avoir une cave, et comment il sait qu'il va y avoir un personnage à tel endroit dans le scénario, quoi. Ben, il ne sait pas, avant d'avoir lu le scénario, il ne sait pas. Oui. Mais en même temps, on fait des photos, donc il se sert des photos qu'on a fait pour. Non, il ne sait pas. En fait, c'est ça la magie. En fait, les gens n'ont pas idée, mais moi, je sais qu'il y a une magie entre quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire une description de case, et un dessin. Par exemple, vous prenez un projet à la base, vous cherchez un dessinateur et vous faites faire plusieurs essais, ça se fait de temps en temps, hein, à plusieurs dessinateurs. Par exemple, vous écrivez 2-3 pages de scénar et vous demandez à 3 ou 4 dessinateurs de faire des essais. C'est pas bien de faire comme ça, hein, mais des fois ça se fait.
Et là, tu peux juger avec du concret comment chaque dessinateur va interpréter le même scénario. C'est juste incroyable d'avoir cette expérience sous les yeux. Donc, l'interprétation qui est faite du scénario dépend beaucoup du talent du dessinateur. Donc, on part de rien à une mise en scène, à une mise en volume, à une mise en profondeur d'une séquence qui est juste décrite en quelques mots. Oui, puis moi c'est pareil, c'est vrai quand je reçois le scénario d'Éric, par exemple, case 1, Alexandra tient un verre de vin dans sa cave, un château, je sais pas où, bref. Je peux faire 10 interprétations différentes, je peux faire 10 croquis qui ont rien à voir. Je vais placer ma caméra soit devant le personnage comme vous voyez là, ou je peux la mettre par-dessus, par-dessous, sur le côté. Ça dépend vraiment de la mise en scène que je vais mettre en place. Elle peut être juste en ombre devant un tout autre paysage. Ça, c'est aussi des idées du moment. Ça, je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais il y a des idées qui viennent comme ça. Donc il y a une description et après ce que moi j'interprète. Après, il ne faut pas oublier que c'est quand même la BD, c'est l'art de la narration. Donc on peut se faire plaisir à faire des dessins hallucinants où personne ne comprend rien, mais l'idée c'est que on essaie de suivre une histoire, d'avancer, de comprendre à peu près ce qui se passe. Donc il y a toujours, moi j'ai ce fil conducteur, on va dire je suis à la place du lecteur, il faut qu'il comprenne ce que je dessine. Et d'ailleurs ce qui est assez rigolo, c'est que une fois que j'ai fait ma planche, j'essaie de voir si elle fonctionne, sans les textes d'Éric. Si elle ne fonctionne pas, ben, je revois des trucs, quoi. Et après, une fois que j'ai placé les bulles, les textes, bon, ben, ça donne encore plus de vie, évidemment. Mais il faut que déjà à l'œil, ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas. Il y a une chose il y a une chose qui est contenue à l'intérieur du scénario, c'est pas la mise en scène, c'est l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre. Voilà, c'est ça un scénario. C'est-à-dire que chaque case comporte un certain nombre d'informations et ces informations doivent être traduites par le dessinateur d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui doit percuter la compréhension du lecteur. Et ça et seulement ça. S'il y a d'autres informations, elles doivent être périphériques. Si c'est de la fioriture, ça doit vraiment être périphérique. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments essentiels qui n'appartiennent pas à la narration dans l'interprétation du dessinateur. C'est un peu compliqué, un petit peu technique, mais c'est ça une narration. C'est-à-dire rester fidèle à ce que dit le scénariste tout en ayant soi-même sa mise en scène quand on est dessinateur. Oui, d'ailleurs, dans chaque. Là, on est vraiment dans la technique, hein. Mais c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Mais quand je reçois une page de scénario d'Éric, donc toutes les cases sont découpées avec les textes, donc les dialogues, l'action, ce qui se passe dans la case. Et au-dessus de cette page-là, j'ai un petit résumé, une ligne qui résume la ligne générale de la planche. Donc c'est déjà un point de repère visuel. Je me dis, il faut que ça passe. Donc il y a plein d'échelons dans la création d'une planche de bande dessinée. C'est hyper technique en fait, hein. On dirait pas, hein, on dirait qu'on est des artistes wawa, mais pas du tout, hein. Merci. Une grand autre plaisir. question dans la salle? Ah oui. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Rémi. Je vais une question un peu technique aussi. Quand vous recevez les dessins, vous faites une relecture tous les deux, chacun ou seulement vous en tant qu'auteur. Et puis la question qui va avec, est-ce qu'il y a parfois des désaccords entre vous, des prises de gueule même, enfin, je ne sais pas, est-ce que des divergences euh, sur un dessin que vous ne sentez pas, ou je sais, qu'est-ce qui est, voilà. Tu voudrais qu'on s'engueule parce qu'il y a un dessin qui ne va pas?
Ouais, par exemple, pourquoi pas. Non, alors ça, non. Euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est un ping-pong permanent. On travaille sur une bande dessinée. Donc moi, je fais quelques pages. J'aime bien faire une séquence, c'est-à-dire entre 5 et 10 planches souvent, ouais. Et après, on échange. C'est-à-dire, si ça lui plaît, c'est cool. Si ça lui plaît pas, s'il y a des trucs à revoir, ben, je revois. Bon, en général, après 24 ans de collaboration, ça roule pas trop mal. Mais il peut y avoir des petits détails, voilà, des petits détails à revoir, des petits trucs à recaler. Au niveau du scénario, moi, j'ai jamais rien dit. Enfin, peut-être des fois un dialogue, je le sens pas, ou je te dis, ou je te pose des questions sur un truc, je dis là, tu crois que, mais c'est rarissime, hein, vraiment, hein. Moi, j'adapte plus la mise en page. C'est-à-dire, par exemple, sur une page, il va me dire, il y a 8 cases, hein, et il se passe ça, ça, ça dans chaque case. Moi, je vais peut-être en mettre que 6 parce que je me dis là, ça matchera mieux. Voilà. Mais c'est pas sur un Oui, truc, mais hein. encore une fois, c'est une question de mise en scène. Oui, Voilà. c'est ça. Donc, en fait, moi, quand je reçois les pages, parce qu'effectivement, alors on travaille pas ensemble, hein. Enfin, on travaille ensemble, mais on travaille pas ensemble. Seb habite au sud de Toulouse, moi j'habite à 10 minutes. Donc on n'est pas ensemble. Et c'est pas quelque chose qui se fait au même instant, hein. Le scénario s'élabore en amont, vous l'avez compris, hein. Je vais d'abord rencontrer des gens, puis ensuite je réfléchis au prochain tome, etc. Et je l'écris. Et Seb va s'y mettre quand il a le temps, etc. Donc il peut s'écouler plusieurs mois Année, des fois. voire années avant qu'un scénario soit mis en image. En revanche, dans ma mémoire, j'ai toujours, parce que c'est sorti de mon esprit, donc je sais ce que j'ai écrit. Et donc j'ai eu le temps d'oublier un petit peu les détails de ce que j'ai écrit, mais je sais quand même dans le fond ce que j'ai fait. Donc quand je reçois la page de Seb, je vais la relire parce que Seb a voilà, ce respect de son collaborateur. Il fournit des planches où il y a déjà le dialogue dessus, tout est dessiné, tout est dialogué, ce qui est plutôt confortable pour la relecture, ce qui n'est pas le cas de tous les dessinateurs. Donc je peux relire la planche et je peux relire souvent une séquence entière de planches. Et si quelque chose cloche, c'est parce que je ne me souviens pas de l'avoir écrit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement imprégné en moi que même si des mois et des années sont passés, je me dis, tiens, là, il y a un truc qui a changé par rapport à ce que j'ai écrit. Donc je vais chercher mon scénar et je regarde ce qui a changé. Et je compare ce que j'ai fait et ce que Seb a fait. Et généralement, on entérine le truc. Forcément, enfin, on va pas. Moi, je ne suis pas un scénariste tyrannique, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai écrit un truc que c'est gravé dans le marbre. C'est juste une page imprimée sur un papier 21-29-7. Donc, je pense que le dessinateur, quand il met en scène, il a raison de le mettre en scène sous cette forme-là. Ce que vous dites, ça se passe plutôt au début d'une collaboration, où là, on peut se rendre compte que l'alchimie, elle prend pas, quoi. Il n'y a pas le truc. Et ça arrive, ça peut arriver, hein. Moi, j'ai des exemples de copains à qui c'est arrivé, où ils se sont rendus compte que ben, le dossier était calé, ils avaient commencé à faire une ou deux planches, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis au bout de 10, ça marchait pas, quoi. Ils se sont rendus compte que ben, ça collait pas entre eux, que le scénariste il s'y retrouvait pas, que le dessinateur eh ben, il n'arrivait pas à avancer correctement. Donc ben, là, ça s'arrête parce que la collaboration marche pas. Donc une alchimie entre deux auteurs ou plusieurs auteurs, quand il y a plusieurs auteurs, c'est très très, je sais pas, ça se sent ou ça se sent pas quoi. Et on le sait assez vite, hein. Voilà. Avec plaisir. Une question dans la salle encore? Oui. Bonjour Seb, bonjour Eric. Salut. Denis Lapierre. Monsieur Je Lapierre. voulais savoir, vous avez bien dit vous-même que c'était un univers masculin.
Et qui a eu le choix, qui a eu l'idée pour le personnage principal féminin? C'est moi. C'est toi? Il n'y a pas eu une exigence de Glénat ou non, c'est toi qui as décidé? Non. D'accord. Vous avez discuté avant ou? Non, non, en fait, moi j'aime les héroïnes, enfin, oui, les personnages principaux, qu'elles soient des femmes. J'aime les femmes fortes. Je suis entouré d'une femme forte, quelqu'un qui, voilà, qui me soutient, qui, voilà. Donc j'aime j'aime cette figure de la femme qui prend des décisions, qui, voilà. Et je défends ça depuis toujours, mais en bande dessinée, depuis que je fais de la bande dessinée, hein, c'est-à-dire depuis les années 90. Donc je pense que ce choix d'Alexandra est venu pour moi naturellement. Tout à l'heure, je disais bien sûr, c'est un choix esthétique. C'est toujours plus agréable, enfin, en tout cas pour moi, d'avoir voilà, un personnage féminin représenté en dessin, surtout que c'est bien les faire, faut pas se mentir. Mais j'aime aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute la force d'une femme, justement dans un monde masculin. Et finalement, ce choix s'est avéré un peu prophétique, on va dire, parce que quelques années plus tard, eh ben, il y a eu l'explosion de toute cette féminité de vigneronnes qui ont revendiqué leur statut, etc. Faut penser qu'à une certaine époque, les nanas ne pouvaient pas rentrer dans les chais quand elles avaient leurs règles, parce que apparemment ça faisait tourner le. C'est fou, hein. Enfin, voilà, C'est le on Moyen-Âge, sort hein. de là, quoi, tu vois. On sort de ce genre de propos. Donc le choix d'une femme comme personnage central d'une BD autour du vin, ouais, c'était quelque chose d'osé. Et de toute façon, c'était aussi quelque chose de naïf, parce qu'on avait tellement peu de connaissances qu'il voilà, il fallait marquer un petit peu, il fallait marquer le coup. Vous rencontrez d'ailleurs beaucoup de lectrices dans les salons, les festivals. Quel est le public qui vient faire dédicacer Château Bordeaux? Il n'y a pas de public type, hein. Il y a tous les publics. Beaucoup de femmes d'ailleurs, oui, c'est vrai. Bah, il y a la saga, je pense, qui joue, et puis c'est un univers qui les intéresse. Mais on se disait au début, voilà, on va intéresser les spécialistes, Mm. mais pas du tout, du tout, du tout, pas du tout. Il y a tous les âges, tous les publics. La femme qui va adorer les cours d'œnologie qu'elle suit depuis des mois et qui dit ah ben ça approfondit mes connaissances. Le vigneron même de Verdigeon qui adore faire son vin, il dit ah c'est Bordeaux mais c'est pas grave, moi ça me plaît. Enfin, il y a tous les publics, tous les publics. Il y a aussi les gens qui aiment les feuilletons en bande dessinée, parce que la bande dessinée pour moi c'est du feuilleton déjà. Ça a toujours été du feuilleton et je pense que c'est très très important de continuer ça. Et il y a des amateurs de bande dessinée, de feuilletons en bande dessinée, donc ça traite du vin, mais c'est pas forcément le sujet qui les intéresse le plus, mais ce qui leur plaît, c'est ce côté feuilleton. Mm. Ben, c'est très bien, voilà, tous les publics. C'est différent finalement au niveau de lecture qui a fait le succès de la série, de pouvoir s'adresser à la fois à des hyper spécialistes et, comme vous disiez, tout est vrai. Et puis Absolument. d'avoir un Ben, autre public. en fait, les gens du monde du vin, issus du monde du vin, vivent Château Bordeaux comme une sorte de miroir, alors que les néophytes vivent Château Bordeaux comme une sorte voilà, de fil conducteur qui les amène d'une D'apprentissage. information à l'autre, exactement, comme Mm. on apprend quelque chose. Donc ça, c'est aussi le cocktail qu'on a mis en place dès le début, qu'on a essayé de garder jusqu'à la fin. C'est-à-dire, pour moi, Château Bordeaux, c'est trois choses. C'est d'abord un polar, il y a un vrai polar. À chaque fois, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 2, dans la saison 1, le papa d'Alexandra meurt, on ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre, donc
il y a un polar, ça ne veut pas dire qu'il y a des flics qui enquêtent, ça veut dire qu'il y a un doute sur la nature de la mort du père d'Alexandra. C'est une saga familiale. Alexandra est entourée de ses frères. Elle va aussi découvrir que son père a écrit une sorte il a écrit ses mémoires, donc elle va redécouvrir un petit peu l'opinion de son père sur la vigne et le vin. Donc il y a une saga familiale, et puis elle va finir par se marier, par avoir un enfant. Et la troisième chose, c'est l'aspect technique, qui est plus de l'ordre, effectivement, de je découvre, j'apprends, j'ouvre des petites fenêtres, parce qu'en fait, attention, on est dans une bande dessinée, c'est pas un bouquin technique sur les méthodes de vinification. On ne fait qu'ouvrir des petites fenêtres qui nous permettent éventuellement de se donner envie d'aller en savoir un petit peu plus en se documentant. On n'a pas la prétention d'être... Mais voilà, il y a ces trois aspects qui coexistent dans Château Bordeaux et qu'on a fait comme une espèce de petit cocktail et qu'on a essayé de garder du premier volume jusqu'au celui qui ne sera certainement pas le dernier. Eh ben, j'espère pas. Mais on sera ravis de retrouver le domaine du Chêne-Courbe. Alors avant de terminer, je voulais juste vous signaler que toutes les images qui ont été projetées derrière, puisque on était dans cette rencontre dans Bordeaux Fête le Vin, mais il y a aussi une exposition qui a lieu sur les quais, qui a été montée avec l'agence culturelle Chaumette, et d'ailleurs Camille va nous accompagner, qui est dans la salle pendant tout le week-end, en partenariat avec les éditions Glénat, et je remercie le directeur général d'être présent parmi nous aussi, Benoît Paulet. Donc toutes ces images, j'ai simplement repris des cases, des planches qui sont exposées donc sur les quais de la Garonne. Donc je vous invite à aller découvrir la planche entière. L'idée était de marquer vraiment sur chaque album un petit élément de la planche ou d'une planche, mais allez donc découvrir pendant Bordeaux Fête le Vin cette exposition qui a lieu sur les quais de la Garonne. Corbeyran et SP, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous. C'était trop court. Et oui, c'est ça, c'est jamais assez long. Alors heureusement, on va pouvoir encore discuter autour de vos albums tout de suite après, puisque SP, et Corbeyran, vous allez faire une petite séance de dédicace. Avec plaisir, oui, bien sûr. Accompagné d'un verre de vin, ça devrait être très bien ça. Ça devrait le sûr. faire. Merci à toutes les équipes de la Cité du Vin aussi pour ce bel événement. Merci beaucoup Christophe. Merci à tous d'avoir participé à cette rencontre. J'espère que ça vous a plu. C'était hyper intéressant. Moi qui suis totalement néophyte dans le milieu de la BD, c'était hyper intéressant de connaître un peu les coulisses. Nous, on clôture cette première partie de saison donc avec cet événement. On part en trêve estivale. On se retrouve au mois de septembre avec la présentation aux abonnés qui sera le 12 septembre, jeudi soir. On a quand même une programmation pendant l'été avec quelques afterwork, donc je vous invite à suivre la Cité du Vin et l'agenda pour toutes les actualités. Et je vous invite aussi à vous rendre sur Bordeaux Fête le Vin pour profiter de toute cette belle fin de semaine de festivités. Voilà, je vous invite à rejoindre nos animateurs sommeliers dans les salons pour le verre de dégustation. Et effectivement, on va pouvoir avoir des temps d'échange un petit peu plus informels. Merci à vous, très belle fin de journée. Et bel été à vous tous. Merci.